Ainsi donc, PSA Peugeot Citroën a franchi une étape importante en validant un projet d'arriver à son capital du chinois Dongfeng et de l'État français. Mais reste à savoir comment ces nouveaux actionnaires entendent, aux côtés de la famille Peugeot, sortir le constructeur de l'ornière. En effet, après plusieurs mois d'atermoiement, le conseil de surveillance a validé dimanche le principe d'une augmentation de capital de 3 milliards d'euros à laquelle souscrira le partenaire chinois de PSA et les pouvoirs publics, ce qu'a confirmé le groupe dans un communiqué hier soir. Ces deux nouveaux actionnaires devraient prendre chacun 14% du capital, selon une source proche du dossier. Jean-Pierre Godard, bonjour. Bonjour. Vous publiez La fin du salariat, vous êtes un spécialiste chez François Bourin, un spécialiste des questions économiques et industrielles, vous avez été aussi le rédacteur en chef de l'usine Nouvelle, et je voudrais vous faire commenter tout de suite cette actualité industrielle et économique française, avant que nous rejoigne Ghislaine Tormos, qui fut à l'ouvrière chez PSA. Alors voici ce que ça donne. L'humanité nous dit aujourd'hui un tigre chinois dans le moteur du Lion, un tournant de l'histoire industrielle pour la une et l'éditorial de La Croix. Pourquoi Peugeot cherche son salut en Chine dans les Échos. Et quant à l'opinion de Nicolas Bétou, c'est ce titre. Vive l'argent chinois, PSA fait rentrer le constructeur Dongfeng, un investissement symbolique qui en cache d'autres. Le gouvernement n'est pas toujours à l'aise. Que choisissez-vous de commenter? Tournant de l'histoire industrielle, par exemple, Jean-Pierre Godard? C'est un tournant déjà pour l'entreprise, pour le groupe Peugeot, où la famille va perdre sa prééminence. Et je crois, on a beaucoup... Quand on dit qu'elle perd sa prééminence, ça veut dire quoi? Elle perd tout? C'est pas très clair encore. Qui va être à la tête du conseil de surveillance? On n'a pas tous les éléments en cause. Mais ce qui est sûr, c'est que, disons que Peugeot a perdu un peu le contrôle de son destin. Enfin, la famille qui contrôlait l'entreprise et qui, dans ses choix stratégiques, a voulu garder une bonne partie de ses choix stratégiques a consisté à essayer de garder le contrôle de l'entreprise. La page est tournée. Mais disons que je serais tenté de prendre un petit peu de recul, en fin de compte. On est là pour ça, essayons. On a beaucoup commenté, les erreurs stratégiques de PSA, Peugeot Citroën. C'est vrai que si on compare à Renault dans les dernières années, Peugeot a beaucoup moins délocalisé que Renault. Il y a plus d'efforts de recherche-développement chez PSA et il y a eu, à mon sens, plus d'efforts plus d'interrogations sur le couple marque-produit que chez Renault qui, s'en sort aujourd'hui avec Dacia. Et Dacia qui est fabriqué plutôt à l'étranger, en Roumanie. Mais en fait, et puis aussi, il ne faut pas oublier que Peugeot a failli déjà disparaître de la scène au début des années 80, quand on a appelé à la rescousse, la famille avait appelé à la rescousse Jacques Calvet, l'ancien patron de BNP. Et en fait, ça avait été sauvé par des modèles type 205 et tout. Mais en fait, là où je voudrais prendre peut-être un peu de recul, c'est que dans les erreurs stratégiques, disons que dans ces années 80, justement, quel était le discours justement du patron de Peugeot? C'était un discours assez défensif, puisque le grand cheval de bataille de M. Calvet, c'était de s'opposer à l'ouverture du marché de l'automobile, au fait que les Japonais allaient investir. On pensait que les Japonais allaient complètement investir le marché européen. Donc c'était ce discours-là. Donc en fait, je dis, c'était pas forcément illégitime à l'époque. Simplement, au lieu de se poser, mentalement de se projeter dans un marché plus international pour développer le business, en fin de compte, on avait une position plus défensive. Et je pense que c'est un petit peu l'univers intellectuel qui était en cause. Alors aujourd'hui... Mais est-ce que dans l'histoire industrielle de la France, tout de même, Jean-Pierre Godard, c'est quelque chose d'assez inédit et qui inaugure de nouvelles mutations dans l'industrie française, dans l'économie française? Il fut une époque où on disait jamais une grande maison qui fabrique des voitures françaises. C'est incoulable. C'est comme le Titanic, a priori. Oui, rien n'est incoulable, de toute façon. Mais là, la preuve. Dans l'économie, si vous regardez tous les grands
toutes les sphères économiques. Bon, il y a des grands groupes des années 60, le groupe Boussac dans le textile ou des choses. Il y a plein de gens qui ont disparu. Rien n'est incoulable. Simplement, quand les gens disparaissent, parfois on les aide à disparaître. Non, simplement, je pense qu'il y a quand même une autre chose, c'est que en fait, on avait une industrie, disons que dans l'après-guerre, enfin, on avait un peu toute la gamme de l'industrie. Hein, les biens d'équipement, les biens de consommation, etc. Et aujourd'hui, on a perdu quand même pas mal de plumes, en fin de compte. Mais globalement, je pense que en fait, chaque pays va être obligé, et un peu dans la mondialisation, contraint de jouer un peu ses propres forces. Donc, quand on nous dit il faut faire comme les Allemands, sur l'automobile, il faudrait faire comme les Allemands. Enfin, les Allemands, il n'y a que les Allemands. Parce que si on regarde même dans le haut de gamme automobile, il n'y a que qu'on réussit. Le Volvo a raté, Saab a raté. Mais Volvo est chinois aujourd'hui. Oui, le haut de gamme italien, Alfa Romeo Lancia, il n'existe plus. Les Land Rover, Jaguar, ça a été aussi repris par les Indiens, etc. La Cadillac aux États-Unis, elle a disparu aussi. Donc, on va bien. Donc, en fin de compte, il faut essayer de jouer sur. Donc, en fait, l'image du produit français, dans certains domaines, on a une image forte, dans d'autres domaines moins. Donc, il faut essayer de composer avec ça, de se spécialiser. Pour faire la transition et accueillir qui sort des bouchons, Ironie du sort, une ancienne ouvrière dans l'automobile qui est retenue dans les bouchons pour arriver à l'heure à une émission de radio. Bonjour, Ghislaine Tormos. Bonjour. Et avec Francine Raymond, avec qui vous avez écrit ce livre. Bonjour Francine Raymond, Bonjour. Journaliste à France Télévisions. Pour faire la transition, et je vous donne la parole, Ghislaine Tormos, je voudrais juste vous poser une question à vous, Jean-Pierre Gollard, spécialiste des questions économiques et industrielles. Du coup, quand même, à quoi servent-ils vraiment ces plans sociaux que l'on nous présente comme parfois des contraintes au fond nécessaires, pardon Ghislaine Tormos, nécessaires pour maintenir l'activité d'une entreprise? Si au fond là les plans sociaux d'Aulnay ne sauvent pas au fond Peugeot pour garder les frontières, à quoi ça servait à ce point-là finalement de mettre autant de gens à la porte si ça ne sauve rien? Disons que les plans sociaux, on nous les présente souvent comme salvateurs. On nous les présente comme salvateurs, tragiques mais salvateurs, ou salvateurs mais tragiques. Voilà. Mais le salvateur, il est où là? Ils sont salvateurs ils peuvent être salvateurs s'il y a quelque chose derrière, quoi. En fin de compte, si on construit, c'est pour si on a, disons, une base solide pour avancer. Hein. C'est comme le débat sur la compétitivité. Hein. Donc vous avez le débat sur la compétitivité. On va baisser les charges. Bon, très bien. Bon, mais si vous baissez, soit dit en passant, vous allez baisser les charges de 5%. Bon, il suffit que alors, par rapport aux autres pays européens, on peut peut-être discuter. Mais il suffit que le dollar, lui, par rapport à l'euro, il va varier de plus de 5%. Donc ça va. Donc, en fin de compte, la compétitivité, ça veut dire, ça va être gagné par d'autres manières de travailler, de l'innovation technique, de l'innovation de marché, de l'innovation sociale, et ça va donc les restructurations en elles-mêmes, je veux dire, n'ont de sens que si elles s'inscrivent dans une perspective, de reconstruction de l'avenir. Et là, vous envoyez, vous, les perspectives de reconstruction de l'avenir, Ghislaine Tormos? J'ai une vision à court terme quand même. De perspective d'avenir. Là, moi, c'est exactement ce que vous avez utilisé comme mot. On nous dit sacrifiez-vous pour le bien de l'entreprise quand même. On nous sacrifie sur l'autel de la finance. C'est purement et simplement. Et on voit bien que la fermeture d'Aulnay à l'heure actuelle n'a pas plus aidé Peugeot que voilà. Et en attendant, il y a 3000 personnes qui sont dehors, 11 200 dans le groupe. Pourquoi ? Moi, j'attends qu'on me dise pourquoi. Alors, vous êtes d'ailleurs toujours sur le site d'Aulnay, oui. Mais dans un petit bureau. Vous n'êtes plus avec vos magnifiques combinaisons que vous décrivez régulièrement dans votre livre. Vous faites quoi, là, aujourd'hui ? Rien. Au bout de 10 ans. Alors, 10 ans à Aulnay, on va faire le pitch. 10 ans à Aulnay, après avoir eu des soucis de travail, vous rêvez d'un CDI, vous êtes embauché à Aulnay pour un travail d'homme, pas forcément très bien vu, mais il faut faire et féminiser l'entreprise, vous dit-on, et vous faites vos preuves, évidemment, et gagnez vos galons au sein de vos camarades ouvriers de l'usine d'Aulnay. Et puis un jour, patatras, quoi. Il y a 2 ans, on vous dit, on ferme. Oui, tout à fait, c'est ça. Il y a 2 ans, on ne nous a pas dit on ferme. On a eu des prémices d'une fermeture, mais on a un patron, par contre, en contrepartie, qui nous a dit le contraire. Ça ne fermera pas.
Donc c'est le 12 juillet 2012 où on nous a mis vraiment au pied du mur, en nous disant maintenant votre usine sera fermée. Voilà, on nous a mis dehors sans façon, quoi. On n'a jamais essayé de nous accompagner justement dans cette fermeture qui était prévue quand même et actée depuis 2008. 2008, il faut savoir que c'était le grand Et que vous sentiez le grand venir boom. quand même. Oui, que vous, bien sûr qu'on l'a sans trop senti y venir. croire en même temps. Il y avait une sorte... trop de changements de management, c'était un remaniement total et qui n'apportait rien. Donc c'était vraiment perturbé énormément les ouvriers à ce moment-là. Tout le monde, personne ne comprenait. Mais bon, on nous disait, voilà, justement, la japonisation, c'est le top, le lean management, il faut vous adapter pour pérenniser votre entreprise. Voilà ce qu'on nous a dit à l'époque. Et en 2012, on met la clé dehors et on nous fout dehors. Vous vous souvenez tous ces termes du management japonais pour, les chantiers Oshin, les 5S, c'est nettoyer, ranger, trier, les mûris. Et il fallait qu'on participe justement à des petites sessions où on nous apprenait justement comment penser japonais. Et vous avez pensé japonais ? Du tout. C'est pas bien, ça. Le français est réfractaire à ce genre de choses, je pense. On a du mal, c'est pas notre culture. Et vous dites qu'il y a une culture ouvrière en France, au fond, qui est assez mal perçue dans votre livre par les patrons, mais qui n'est pas forcément moins efficace, moins inefficace, si j'ose dire. Je dirais même qu'elle l'est plus. Oui, vous dites au fond, quand il faut faire une 400e pièce, même si on a fini l'horaire, on l'a fait. Finalement, on se tire la bourre entre ouvriers pour savoir celui qui finira le plus la C3 ou la C2, je ne sais plus laquelle des deux voitures en l'occurrence. Bon, les deux, à Aulnay, vous dites, ça fonctionne ça, mais ça n'est pas perçu, ou ça n'est pas vu comme quelque chose de valorisant dans le travail de l'ouvrier. Non, on a du mal. C'est pas rentable, c'est pas mis dans le... C'est une question de confiance. En fait, on doit comment dire, on est obligé d'écouter, d'obéir. Dès qu'on prend une initiative personnelle, c'est mal perçu. Et en général, Aulnay s'est construite comme ça, en fait. C'est parce que des gens ont pris beaucoup d'initiatives, des ouvriers ont pris ces initiatives, ont construit cette usine. Et on les a laissés faire à un moment donné. Donc il y a eu cette culture de trouver, d'avoir cette énergie, de créer. Et ça, c'est ce qui manque dans la plupart des entreprises automobiles aujourd'hui. Au détour d'une phrase, vous dites quelque chose dont j'entends être sûr, au fond, quand même. Vous dites, Aulnay, c'est une usine, en fait, Citroën, dans ses gènes. Et si elle avait été, au fond, dans ses gènes, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui, Peugeot, peut-être n'aurait-elle pas fermé. Vous êtes sûr de ça ? Oui. Oui, on sent aussi, ça a été un ressenti d'effacer cette marque Citroën. Là, aujourd'hui, on a la DS3 qui va devenir, Mais la DS, pourtant, la DS mythologique, c'est celle du général de Gaulle. Mais tout à fait. La France, madame. Mais voilà, c'est la seule qui reste. Ouais. Citroën, on n'en entend presque plus parler. C'est surtout Peugeot et son fameux lion. Motion Emotion. Yes. Devant vous, les 10 dernières voitures de l'usine. Comme on va pouvoir le constater sur l'étiquette sur le pare-brise, elles sont rentrées au montage le 25 juillet 2013. Elles ont été fabriquées bien avant, au ferrage, en peinture. Voici un véritable cimetière. C'est l'ensemble des meubles de bord de ligne sur lequel venaient les bacs de pièces permettant d'alimenter la chaîne, de monter les voitures. Ils ont tous été retirés et mis en stock dans un coin, depuis plusieurs mois maintenant. Tous ces meubles sont destinés à la casse. Voilà un extrait de votre documentaire, Francine Raymond, journaliste à France Télévisions. Oui, c'est un extrait c'est un ouvrier qui explique les dernières minutes de l'usine, puisque c'est autour de la dernière voiture produite au mois d'octobre dernier. Voilà, et c'était à cette occasion de ce documentaire que vous avez rencontré. Alors, il faut dire Guylaine ou Ghislaine, pardon. Ghislaine, voilà, donc d'où Gigi. Gigi. Voilà. En fait, j'ai tenu pour France Télévisions Info un blog depuis l'annonce de la fermeture, qui s'appelle Aulnay Story, qui va déboucher sur un documentaire. Et donc, pendant 1 an et demi, je me suis immergée dans cette histoire. Et effectivement, c'est à cette occasion que j'ai rencontré Gigi et beaucoup d'autres ouvriers. Et que vous lui avez prêté la main pour écrire donc, ce salaire de la vie qui sort chez Don Quichotte. Même exercice tout à l'heure qu'avec Jean-Pierre Godard, Ghislaine Tormos, tout de même. Regardez, vous êtes à la une de la presse, si j'ose dire. Regardez.
regardez, l'humanité, un tigre chinois dans le moteur du lion. Un tournant de l'histoire industrielle dans La Croix éditoriale de Guillaume Goubert, le pari chinois de PSA, Peugeot, Citroën. L'opinion, vive l'argent chinois, de Nicolas Bétou, ou encore Les Échos, très bon dossier, du pourquoi Peugeot cherche son salut en Chine. Mais moi, j'ai plutôt envie de vous soumettre celle-ci de une, celle de Libération. Vous savez que c'est aujourd'hui les vœux du président de la République aux syndicats et aux patrons. Pacte de responsabilité, la question de Libération en une, faut-il faire confiance aux patrons ? Vous répondez quoi ? Vraisemblablement, on a un gouvernement qui leur fait confiance. Et c'est aux ouvriers qu'il faut faire confiance. Aux patrons, maintenant, j'ai des doutes quand même. Ça m'a apporté un petit peu cette lutte. C'est confiance en quoi ? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que notre cher président aide la famille Peugeot à renflouer ses caisses d'1,5 milliard, ça va changer quelque chose pour nous ? C'est ça. Quand il a répondu justement à l'appel de Peugeot, pourquoi il n'a pas répondu à notre appel il y a un an ? Et pourquoi il ne répond pas à toutes ces entreprises qui sont en train de se casser la figure, à tous ces ouvriers qui sont foutus dehors, et ça, il ne le voit pas. Donc oui, les patrons, je ne leur fais pas confiance. Maintenant, je vous dis, moi j'ai un gouvernement à l'heure actuelle qui fait confiance aux patrons. Maintenant, on reste à voir, on verra. 8h16, les matins de France Culture, c'est l'heure de votre chronique, Brice Couturier. Il y a 40 ans, Marc, il y a 40 ans encore, les ouvriers d'industrie étaient considérés comme la classe élue de l'émancipation universelle. Je me souviens qu'en 68 ou un peu après, on disait « l'émancipation des étudiants sera l'œuvre des ouvriers eux-mêmes ». À travers leur lutte révolutionnaire, non seulement le capitalisme allait être renversé, les moyens de production et d'échange collectivisés, mais l'humanité tout entière échapperait définitivement à l'aliénation. La classe ouvrière étant la classe la plus exploitée, la plus aliénée, elle était appelée à se muer en agent historique de la transformation radicale de la société. C'était bref la classe rédemptrice, la seule en outre à même de transcender les particularismes nationaux et à réaliser l'international, la réconciliation du genre humain rêvée par Marx. Eh bien, la théorie à l'époque était comme souvent en retard sur la pratique. Parce qu'il y a 40 ans, eh bien, nous atteignions tout juste en effet la fin des 30 Glorieuses. Elles avaient été l'occasion d'une formidable ascension des ouvriers. Grâce à la lutte syndicale, la croissance record de ces années-là, de ces années de rattrapage, s'était traduite par une convergence des modes de vie. Le pouvoir d'achat ouvrier avait considérablement augmenté, contrairement là aux prévisions de Marx, et la classe ouvrière avait été happée par le processus qu'on appelait de moyennisation, souvenez-vous. Eh bien, où en sommes-nous aujourd'hui en ce début du XXIe siècle ? Contrairement à une idée reçue, les ouvriers ne sont pas du tout en voie de disparition. Avec 6 300 000 salariés, ils représentent même 22% de la population active. Mais ils ne correspondent plus du tout à l'imagerie des années 60. Parce que dans l'économie mondialisée, la production est autant que possible délocalisée et beaucoup d'activités, l'informatique, la comptabilité, la sécurité, sont externalisées. Les ouvriers d'industrie, qui représentaient la grande majorité de la catégorie encore dans les années 80, sont aujourd'hui beaucoup moins nombreux. 1 700 000. Les mines, le textile, la sidérurgie, qui étaient autrefois de très gros employeurs, sont devenus aujourd'hui des secteurs marginaux. Les nouveaux ouvriers travaillent majoritairement dans les services. 1 sur 2 dans les transports ou dans la logistique. Du coup, les grandes unités de production de naguère, les citadelles ouvrières à la Renault-Flin, ont disparu. Et le travail de type taylorien, répétitif, a fait place à de nouvelles modalités, mobilisant l'autonomie et l'initiative. Quant aux 3-8 en CDI, eh bien, ils ont été remplacés par des formes de travail dites atypiques et terriblement déstabilisantes pour ceux qui les subissent. Le taux de syndicalisation dans le privé est désormais très bas. La conscience ouvrière, la culture ouvrière, ce mélange de fierté et de défi à l'ordre établi sont en voie de disparition et cela se traduit par un comportement électoral qui a énormément changé, là encore en 40 ans. Je prends l'étude du Cevipof numéro 10 de juin 2012. Elle relève une nette droitisation du vote ouvrier. Si celui-ci n'a jamais été le vote de classe décrit par la sociologie marxiste, en 62, rappelons-le, 31% des ouvriers votaient à droite et 21% pour le parti gaulliste, depuis cette date en tout cas, la gauche n'a cessé d'y perdre du terrain. En 2007, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy faisaient jeu égal chez les ouvriers avec 26% chacun, suivi par François Bayrou à 17%. Mais déjà, on observait une percée du vote frontiste chez cet électorat. 16% des ouvriers avaient voté pour Jean-Marie Le Pen à cette date. Eh bien, cette tendance s'est accentuée en 2012 au détriment de Nicolas Sarkozy, qui est tombé à 19% chez les ouvriers, contre 27%
pour François Hollande, mais Marine Le Pen est arrivée en tête avec 29% du vote ouvrier. Sans surprise, c'est dans les régions les plus touchées par la désindustrialisation que le vote pour le Front National atteint ses plus hauts niveaux. Des ouvriers qui votent pour un parti nationaliste parce qu'ils ont le sentiment d'être menacés par la mondialisation. Décidément, la classe ouvrière ne ressemble pas à l'idée que s'en faisait le camarade Karl Marx. Alors maintenant, deux phénomènes sur lesquels j'aimerais avoir à l'une et à l'autre votre opinion. D'une part, c'est le décalage croissant entre le niveau de qualification des jeunes générations et la qualité des emplois qu'on leur propose. Aujourd'hui, 40% des jeunes sont titulaires d'un diplôme universitaire en France. Leurs parents n'étaient que 15% en 1985. Mais l'évolution des emplois proposés ne suit pas. Sur un marché du travail relativement fermé comme le nôtre, cela se traduit par une inadéquation entre l'offre d'emploi, de plus en plus c'est dans le bâtiment et dans la restauration que beaucoup de postes ne sont pas pourvus, et le niveau des qualifications. Cela pousse des jeunes titulaires de licence, voire de master, à postuler pour des emplois d'ouvriers dans la fonction publique. Comment mettre un terme à ce gâchis ? Deuxième question, le statut d'auto-entrepreneur a attiré près d'1 million de nos concitoyens. Beaucoup sont des chômeurs qui, ayant vainement cherché un vrai travail salarié, se sont mis à leur compte. Mais cela traduit aussi une aspiration à échapper à la condition salariale. D'où ma question. Et si l'émancipation rêvée par les marxistes autrefois prenait la forme d'une auto-exploitation ? La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Qui répond le premier, Ghislaine Tormos ou Jean-Pierre Godard ? Et Ghislaine Tormos, je vais vous demander de vous mettre devant votre micro. Oui, je suis un peu nonchalante là. Oui, non, moi vous parlez justement de des jeunes diplômés. Dans le monde ouvrier, il y a énormément de diplômés. C'est là justement la fermeture d'Aulnay, c'est une majorité de jeunes. Quand je dis jeunes, c'est entre 25 et 30 ans qui sont des bacs plus. Et aujourd'hui, non seulement on laisse partir leur capacité, on laisse partir cette manne, on n'en profite même pas. Donc oui, on leur a dit, bah oui, passe ton bac, tu verras, ce sera nettement mieux pour ton avenir, il faut que tu aies un bac plus, même, c'est encore mieux. Et aujourd'hui, ils se retrouvent non seulement au chômage, la plupart, des fois, on leur dit même carrément qu'ils sont trop diplômés, on ne peut pas les prendre. Ou alors, c'est carrément, il leur manque des compétences, parce que on leur a pas laissé l'expérience. Ils n'ont pas forcément l'expérience, ils ont des bacs, ils ont 1 an, 2 ans de plus, mais l'expérience, ils ne l'ont pas. Et là, aujourd'hui, c'est un véritable gâchis. C'est du gâchis. Alors, Jean-Pierre Godard. Oui, alors, quand dans mon livre, je décris ce que j'appelle la fin de la société salariale. Dans la société salariale, disons de l'ère industrielle, en fin de compte, le marché du travail avait été, disons, un peu, j'allais dire, sorti du marché, puisque les entreprises organisaient un peu la promotion, enfin, entre guillemets, de leur force de travail, et le marché était internalisé, quoi. Donc on a eu cette externalisation du marché du travail, et en même temps on a dans cette remarchandisation du travail, on a une plus grande concurrence sur le marché entre les entrants, puisqu'on a augmenté le niveau de formation. Alors ça, c'est un phénomène que vous avez tout à fait raison de le souligner. Et il est pas seulement français, hein. Hier, je lisais, je ne sais plus, sur un site Business Insider, là, un site américain, un article. Aux États-Unis, il y a une étude qui vient de sortir. Aux États-Unis, 44% des jeunes diplômés sont en sous-emploi. C'est-à-dire un emploi qui est en dessous de leur qualification. Disons le chiffre, c'est à peu près des chiffres comparables à la France, quoi. Et par exemple, effectivement... Sauf qu'en plus, ils sont endettés aux États-Unis. Oui, en plus, ils sont endettés. Alors effectivement, il y a un autre phénomène aux États-Unis, c'est que les gens payent, s'endettent pour leurs études. Et avant, disons, le fait de s'endetter, on pouvait le rembourser par les salaires qu'on obtenait, alors que c'est en train de se terminer. Donc, en fin de compte, il y a par exemple Peter Thiel, qui est un des fondateurs de Facebook, enfin, qui est un des financiers à l'origine. Donc, Peter Thiel, lui, il montre, la bulle, il parle de la bulle éducative, quoi. Alors, parce que ces emprunts ne seront jamais remboursés, ils ne peuvent plus l'être. Donc, il y a bulle éducative. C'est 1000 milliards, il paraît. Ce que je veux dire, c'est qu'on est un peu, nous, dans cette affaire, on est un peu sur la logique. On va former
former les gens et ça va faire de l'emploi. Et même et alors que effectivement, aujourd'hui, on a une économie avec on a un problème d'avoir du travail non qualifié. Alors, avec des gens trop qualifiés en face. Enfin, de toute façon, ces questions de formation, c'était pas forcément le problème, là, en l'occurrence, de l'usine d'Aulnay à PSA, de PSA Aulnay, Ghislaine Tormos. Non. PSA Aulnay, c'est énormément de gens, hormis, entre guillemets, ce qu'on appelle nos anciens, qui, eux, n'avaient pas nécessairement des qualifications ou des qualifications complètement autres que celui du monde automobile. Mais la plupart de la jeune génération sont tous diplômés. Et c'est ça qui est dommage. C'est qu'on ne prête pas attention justement à leur niveau, à leurs compétences. Et aujourd'hui, même, je dirais, c'est un véritable gâchis quand vous dites, oui, les États-Unis, les jeunes étudiants s'endettent, mais en France aussi, on n'en est pas loin, ça coûte cher les études. Donc maintenant, si les parents ne sont pas là pour suivre, c'est des jeunes qui se retrouvent justement à faire des petits boulots les samedis, les dimanches ou voire la nuit. Donc eux aussi sont endettés quelque part aussi. Et maintenant, on laisse partir ces jeunes au Pôle emploi, tout simplement, alors qu'on leur a fait miroiter justement les parents, on leur a dit, vas-y, reste dans les études, ne sois pas comme moi. Et au final, ils se retrouvent comme leurs parents. Et vous, par exemple, vous avez été, on pourrait dire, formé par l'entreprise. Vous n'étiez pas qualifié pour faire ce travail. Vous bénéficiez, on va dire, de cette fameuse discrimination positive, quasiment. Il faut des femmes chez PSA, il faut des femmes chez PSA. Et vous racontez comment, d'ailleurs, avec Malice, certaines d'entre elles arrivent à transformer en véritable body sexy des tenues invraisemblables d'ouvrières. Mais vous dites aussi, tout de même, que vous êtes formé, que vous gagnez vos galons, qu'il faut gagner ces galons, y compris d'ailleurs, non seulement par rapport au patron, mais par rapport aussi à vos collègues, un peu macho. Il y en a un que vous recadrez assez vite dans le livre. Mais on comprend surtout que plus vous vous formez, vous, à votre travail, plus vous semblez par moments être pris dans une sorte de paradoxe, mais dans lequel je pense beaucoup de gens sont pris dans leur travail, c'est-à-dire à savoir avoir rêvé d'être salarié et en même temps de se dire que tout salarié que vous êtes, comme vous dites, un Playmobil. Oui, je suis un Playmobil. Mais en plus, je voudrais dire que par rapport à la formation, ça devient... On rentre dans le jeu. On rentre dans le jeu, c'est qu'on a envie de devenir un très bon professionnel. On a envie d'apporter quelque chose à l'entreprise. On a envie aussi que même à l'extérieur, ce qu'on aura acquis nous serve. Or là, c'est pas le cas. Là, moi, aujourd'hui, si je me retrouve au Pôle emploi à 51 ans, ils n'en ont rien à faire de savoir que je connais le fonctionnement des visseuses, que je sais faire bouger le bras d'un robot. Alors, c'est quoi? C'est le ferrage? C'est le ferrage, oui. C'est quoi le ferrage? Le ferrage, c'est le début de l'usine, en fait. C'est le début de la construction du véhicule. Donc, c'est là qu'on assemble toutes les pièces qui vont former la structure, le squelette, en fait. C'est le squelette du véhicule. Donc, c'est des métaux lourds, c'est du galva, c'est des robots qui assemblent et qui soudent les pièces entre elles. Et côté humain, non seulement on donne à manger aux robots, il faut aussi gérer ces fameux robots. Il faut quand même éviter qu'ils tombent en panne. Vous êtes tenté parfois de leur parler ou de leur sourire? Tout à fait. R1, R2 sont devenus mes amis pendant 5 ans. C'est un vrai plaisir de les voir tous les matins. Mais je veux dire, on rentre dans le jeu et on finit par aimer ce qu'on fait et avoir envie d'en savoir plus, de connaître. Donc c'est ça, c'est le seul point positif, moi, que j'ai rencontré à Aulnay, justement parce que cette usine est moderne, c'est cette capacité qu'ils avaient à nous laisser nous former. Et on se formait quand on le voulait. Et on avait justement beaucoup de structures mises en place qui permettaient aux ouvriers d'évoluer, d'acquérir justement des connaissances. Le problème, après, ils ont transformé ça aussi en CQPM. CQPM c'est le diplôme de la métallurgie. Donc, il vous permet aussi d'aller travailler à l'extérieur avec vos acquis. Mais travailler à l'extérieur, c'est que dans le monde automobile, pour la plupart. Est-ce que la question du patron est nécessairement et constamment conflictuelle ou pas? Est-ce qu'il faut, comme on a tendance à le faire dans les médias, est-ce que ça reflète une réalité? Est-ce que vous aimez votre travail, vous vous formez, mais vous finissez par aimer ce travail? Mais est-ce qu'il y a nécessairement conflit, malgré tout, avec vos supérieurs, voire les patrons? Pas mes supérieurs directs, je dirais. C'est beaucoup plus haut. On a vraiment un gouffre entre les deux. C'est pas du tout le même univers. On a le haut et on a le bas. Nous, on est en bas. Parce que vous allez devenir même une petite patronne, quelque part, au fond, quand même. Vous allez hiérarchiquement... un petit chef. Un petit chef. Un petit chef. Non, mais ça, j'aime pas du tout ce terme. Non, chef, mais dans les faits, forcément.
Oui, indirectement, oui. Mais je veux dire, non, c'est la différence qu'il y a, c'est l'incompréhension qu'il y a entre la base et le haut. C'est ce patron-là qui ne connaît pas ses ouvriers. Et pourtant, s'il descendait, il prenait le temps justement de voir à quel point ils sont super, et c'est des gens qui veulent justement l'aider à faire que son entreprise soit pérenne. Vous êtes injuste, Ghislaine Thomas, vous dites vous-même que certains de vos patrons, par moments, vous sont reconnaissants d'apaiser, dans les moments des tensions les plus difficiles, d'apaiser les relations et d'en calmer certains. Oui, mais là, c'est dur. Justement, parce qu'ils sont incapables d'avoir ces relations sociales. Le social n'existe pas. Donc oui, je suis là pour ça, mais à la base, je suis quand même une ouvrière. Donc quelque part, c'est moi qui suis comme ça. Qui aime aider les gens et qui a aussi cette facilité justement pour parler avec ma direction. Mais en fait, s'ils faisaient leur propre travail et s'ils détectaient justement le malaise de certains, j'aurais pas à être là. Et vous n'avez pas voulu vous syndiquer CGT? Non. Non, c'est même, je dirais, CGT, Sud, quoi que ce soit. Quand je suis rentrée au syndicat de la métallurgie, le SIA, c'est justement parce qu'il y avait, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, ce côté apolitique. Voilà, moi, c'était l'entreprise. On disait quand même parfois que c'était un syndicat un peu sous-marin des patrons. Oui, mais même pas sous-marin. Il est carrément, c'est un sous-marin qui est remonté depuis longtemps avec le périscope. Ça, c'est clair. Mais je veux dire, non, c'était ce côté-là. Il n'y avait pas d'étiquette. Et ce que je reproche aujourd'hui, c'est qu'on soit obligé de se coller une étiquette pour pouvoir l'ouvrir, en fait. Brice ? Pour reprendre la question que Marc posait d'emblée en disant... Quel honneur. Intéressant lapsus. Est-ce que c'est les coûts salariaux qui provoquent la chute de Peugeot? J'ai trouvé sur le cercle des Échos un papier très intéressant d'un économiste qui s'appelle Alex Corten qui répond très précisément à cette question. Il faut savoir que dans le prix de production d'une voiture, la main-d'œuvre n'entre que pour 9% du coût de production de la voiture. En réalité, ce qui est le plus important, c'est les matières premières à hauteur de 55% et les frais d'études et les frais généraux à hauteur de 30%. Donc la main-d'œuvre ouvrière n'est pas chère dans l'automobile, contrairement à ce qu'on croit. Et à ce propos, le même économiste fait observer que si on baissait, alors c'est une idée folle évidemment, si on baissait de 50% les coûts salariaux, si on payait 52 fois moins cher les ouvriers et les employés qui travaillent sur les chaînes, eh bien la voiture proposée serait au prix de vente non plus de 12 000 euros, mais de 11 400. Est-ce que ça ferait davantage vendre une voiture si elle était vendue 11 400 que 12 000? La réponse est évidente, c'est non. En Allemagne, les voitures sont plus chères, mais elles sont mieux positionnées. Du coup, il faut savoir que Volkswagen aujourd'hui, le premier client de Volkswagen, le premier marché de Volkswagen, quand on groupe, c'est le marché chinois. Ça pose quand même un certain nombre de problèmes quant à la stratégie du groupe Peugeot. Mais aujourd'hui, on nous fait croire que le problème, c'est que les salaires ouvriers sont trop importants. C'est pas le problème. Le problème, c'est ce que vous dites, vous. Là, vous parlez, Ghislaine Thomas, vous le dites. Tout à fait, c'est ce qui est dans le livre. C'est même le sous-titre du livre, après tout. Notre travail coûte trop cher, disent-ils. Oui. Le problème, Jean-Pierre Godard. Bon, je pense que ça revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure. Disons que les coûts salariaux, la compétitivité, je veux dire, en fin de compte, dans l'économie moderne, parce qu'en fin de compte, les évolutions, disons, c'est l'efficacité du système qui compte en réalité. Donc, aujourd'hui, je pense que l'efficacité du système économique, en tous les cas du système industriel, donc elle va évoluer parce que le marché évolue, les technologies évoluent, les positionnements produits évoluent, etc. Donc c'est l'ensemble qui est en cause. Et je pense qu'il y a aussi un autre aspect, il y a, disons que l'économie, l'industrie, elle est aussi en adéquation avec une évolution de la société. Donc quand on a... Mais dans cet ensemble-là, Jean-Pierre Godard, il y a les ouvriers qui ressentent quand même assez mal qu'on leur dise c'est-à-dire qu'ils ne sont pas efficaces, au fond, et qu'on va fermer un peu à cause de la compétitivité. Non, mais disons qu'en fait, on a une double course. C'est-à-dire qu'on a une course dans le système industriel, on a une course, disons, ou de rationalisation ou de méthode de management que tout le monde fait de la même manière, donc ce qui égalise un petit peu les choses, quand vous parlez des méthodes japonaises, etc. Donc ça égalise... Le chapitre en est presque drôle, cela dit, sur les méthodes japonaises, il faut le dire. Et de l'autre côté, vous avez effectivement du personnel, des gens qui sont plus éduqués qu'avant,
hein, qui sont et depuis qu'il y avait les grèves des OS dans les années 60, enfin disons les années 70. Donc on a inventé l'enrichissement du travail, l'autonomie, etc. Parce que de toutes les méthodes, il y a aussi les boîtes à idées, enfin toutes ces choses-là et tout. Hein. Donc donc alors en fait si vous voulez, le travail est devenu, disons, le travail concret se transforme en étape de processus, etc., se dématérialise, disons, se désincarne en fin de compte. Parce que la chaîne de production est assise sur la monde entier, quoi. Et c'est ça qui fait que la chaîne de valeur est coupée en petits morceaux. Les gens s'insèrent moins dans les entreprises. On a plus une tentation des gens. Alors vous parlez de l'auto-entrepreneuriat, mais il y a aussi les start-up, toutes ces choses-là et tout, les gens qui sont en freelance, etc. et tout. Les gens ont plus envie, disons, d'avoir le contrôle, ils veulent avoir le contrôle sur eux-mêmes, surtout quand on a les technologies aujourd'hui avec tous les outils, etc. Alors, on va peut-être voir ce qu'en pense c'est ça un petit peu notre ouvrière désincarnée, Ghislaine Tormos. Oui, justement, je suis désincarnée là. Mais non, moi, ça me fait sourire en fait, parce que là, quand vous parlez de désincarnation, c'est exactement ça. C'est ce qu'on voudrait, il faudrait qu'on disparaisse. Dans des volutes là, et puis hop, qu'on n'ait jamais existé. Mais moi je veux juste poser une question, on est assis sur quoi aujourd'hui? Sur une chaise. J'espère pour vous qu'elle va pas se dématérialiser, quoi. On a vraiment besoin de petites mains et d'ouvriers pour vous les faire, ces chaises. Le micro a dû être probablement elles sont made in China. Made in China. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tout compris, alors il faudrait qu'on devienne chinois, c'est ça? Bon, moi je refuse, tout simplement. Il y a aussi qu'il faudrait que vous acceptiez votre sort en silence. On vous fait régulièrement, on vous dit, après tout, c'est quand même pas bien de trop crier. Non, mais moi je suis une grande bavarde. Donc c'est le problème. Je voudrais vous faire écouter deux petites archives tout de même. Une qui date de 1950, c'est Antoine Bochoc qui nous l'a déniché. Nous sommes en 1950 donc. Le journaliste et militant PSU Claude Bourdet livrait sur le plateau de l'émission Tribu de Paris, diffusée par le RTF, son point de vue à l'époque sur les patrons et les ouvriers. Je pense qu'il y a vraiment des saints patrons, un petit nombre de patrons merveilleux, n'est-ce pas, humanitaires, etc. Je pense qu'il y a quelques saints ouvriers préoccupés uniquement d'altruisme, etc. Je pense que la majorité des hommes, qu'ils soient patrons ou ouvriers, est préoccupée de leur intérêt. Les riches de leur avantage immédiat, les pauvres aussi. Et je pense par conséquent que dans les périodes où ce sont les riches qui ont le dessus, comme la période actuelle, on dira certainement un certain blabla concernant des améliorations, etc. Mais je pense que les patrons ne sont vraiment raisonnables, etc., que au moment précis où les ouvriers sont très forts, et où il y a l'union ouvrière, il y a des moments comme ça, il y a 1936, 45 et 46. Et je pense que tout le reste est du verbiage. Et je ne pense pas que c'est parce que ces patrons sont mauvais, je pense que si les ouvriers, par exemple, étaient à leur place, ça serait la même chose, c'est une question d'effort contre les faibles. Alors, 1950, Ghislaine Tormos. Déjà, j'ai du mal, j'étais pas née, mais bon. Je veux dire, moi, j'en ai assez d'entendre parler du passé. C'est 36, 50, ça représente quoi pour moi? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une évolution au niveau des ouvriers? Je pense pas. On n'a pas tant de différence que ça par rapport aux ouvriers. Là, on commence à être, justement, on régresse. On régresse à la vitesse grand V. On voudrait qu'on soit des ouvriers modèles, c'est-à-dire qu'on ne demande rien, qu'on travaille pour rien, qu'on enrichisse nos patrons et les actionnaires et qu'on se taise. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas plus d'évolution que ça depuis les années 50. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. On prend les mêmes et on recommence. Ça, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Ce qui a changé, c'est qu'il y avait autrefois des concentrations ouvrières sur des sites gigantesques où la mobilisation syndicale était facile, qu'aujourd'hui, la parcellisation, la délocalisation fait que de plus en plus de gens travaillent dans des toutes petites unités qui sont dépendantes de très grosses et qu'il est bien difficile de s'organiser quand on est chez un sous-traitant. Ghislaine Tormos. Et qu'on travaille en plus, non pas en 3-8, mais 2 heures par-ci, 4 heures par-là, pendant des CDD de 3 mois, qui sont renouvelables ou pas, etc. Donc c'est beaucoup plus difficile d'aujourd'hui d'avoir quelque chose comme une lutte ouvrière, une lutte syndicale. Oui, moi quand je disais ça, c'était par rapport à l'être humain. C'est l'être humain. Ça n'a pas changé, la condition est toujours la même. Il y a toujours, justement, comme disait le monsieur, là, il y a le pauvre et il y a le riche. Et on n'a pas changé de situation depuis. Est-ce que c'est un bon chiffre ou pas, au fond, d'avoir réussi à mobiliser pas plus de, si je le dis comme ça, évidemment, on comprend l'interprétation, ou d'avoir mobilisé autant de 200 personnes sur combien 2000 Sur 2700 à l'annonce de la fermeture. Le début de la grève, on était 500.
Et au final, on a terminé à 210. Et c'est bien ou c'est pas bien? Bien sûr, c'est déjà bien, oui. Et les autres, ils ont fait quoi? Ceux qui sont pas... Ils ont fait une grève passive, pour la plupart, hein, parce que les gens, chacun voit midi à sa porte, chacun a ses propres problèmes et ne peut pas se permettre de s'engager comme je l'ai fait. C'est une évidence. Donc, ça a été des arrêts maladie. Il y a eu quand même 60% d'arrêts maladie durant cette période, parce que les gens ont montré indirectement et à leur façon qu'ils étaient contre, justement, cette fermeture et qu'ils voulaient améliorer le PSE. Chacun a fait selon ses moyens. Et je voudrais, parce que nous allons arriver au terme de l'émission, reprendre une des questions que posait Brice Couturier, qui est tout de même une question sans doute assez fondamentale. Vous savez qu'on est en période électorale. Et vous semblez dire, au fond, qu'il y a tout de même un coût à la démocratie, un coût électoral assez fort à toutes ces questions d'industrie et de fermeture d'industrie. Oui, là aujourd'hui, on a encore le cas par rapport à l'annonce de notre gouvernement sur l'aide de la famille Peugeot. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les gouvernements, et là je lance un message, quel qu'il soit, c'est que c'est quand même les ouvriers qui votent pour eux. Aujourd'hui, il faut aussi être très attentif à notre condition, parce que justement, les changements peuvent arriver très vite. Quels changements? Les changements politiques, malheureusement. Un changement, là, il va y avoir des élections. Maintenant, quelles vont être ces élections? Quel va être le choix, justement, de tous ces ouvriers qui sont déçus par la gauche, parce qu'ils ont voté pour la gauche pour changer. Et aujourd'hui, il va se passer quoi? Ils ont voté pour le Front National d'abord, comme je le rappelais tout à l'heure. Hein. Non, j'espère que non. Le premier parti chez les ouvriers, c'est le Front National. Oui, paraît-il. En attendant, c'est M. Hollande qui est quand même au gouvernement. Donc, il n'y a pas que les ouvriers qui votent. Dans les nouvelles formes de travail, les nouvelles formes de travail qui sont... elles tapent beaucoup sur l'autonomie, l'individualisation, en fin de compte. Hein. Il y a une longue tendance, et aujourd'hui, c'est un peu ça qui est... qui a le vent en poupe quand on parle de toute la nouvelle économie, l'économie numérique, les gens qui sont dans la communication, le design, etc. Donc en fait, ce discours-là, est-ce que vous croyez qu'il peut être... Moi j'aime beaucoup l'idée qu'effectivement on peut tous devenir auto-entrepreneurs, mais pensez-vous vraiment que des gens... ce que je veux dire, c'est que derrière ça, il y a effectivement... Ça, c'est accessible. Déjà, il y a effectivement, vous parliez de l'auto-exploitation, parce qu'il y a même des gens qui disent, en fin de compte, les start-upers, les gens qui sont les nouveaux entrepreneurs, c'est peut-être la nouvelle forme de main-d'œuvre de demain, quoi. Mais parce que c'est un pays fou où il est plus facile de trouver des clients que des employeurs. Au coût électoral de la question de la fermeture d'industrie sur l'impact des élections et notamment de la montée du Front National, je vois pas bien ce qu'on fait avec la nouvelle économie numérique là maintenant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça laisse des masses de gens en dehors du système, c'est ça que je veux dire. Ça les marginalise, c'est ça que je veux dire. Donc en fin de compte, avant, tout le système économique, pendant une certaine période, le système économique a été un peu inclusif. Donc, et puis les gens, il y avait des catégories sociales bien déterminées et tout. Et là, aujourd'hui, on est dans cette déstructuration, ce qui fait qu'il y a un petit peu ce désengagement et ce désorientation des gens. C'est ça que je veux dire. Donc en ce sens, l'évolution de l'économie, elle a des impacts sur la société et la politique. Ghislaine Tormos, comment vous voyez votre avenir aujourd'hui? Vous êtes censément devez transférer, comme on dit, je ne sais pas prisonnière, mais à Poissy, c'est ça? Vous n'y êtes pas? Oui. Non, j'y suis pas encore. Je n'y suis pas encore et je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais y aller. J'étais prévue pour partir le 1er février. Là, vraisemblablement, on a une direction qui nous a signalé qu'il n'était pas en capacité de nous recevoir parce que l'usine de Poissy ne va pas bien non plus. Donc, vous craignez qu'il arrive à Poissy à terme, ce qui est arrivé à Olly? Le processus commence, c'est exactement le même. Bon, les signes avant-coureurs sont exactement les mêmes, c'est-à-dire un passage en monoflux, donc un seul véhicule en 2017, et c'est ce qui a coûté la vie d'Aulnay. Ça a été le prétexte en disant, bon, Aulnay, il n'y a qu'un seul véhicule, c'est beaucoup plus facile à fermer. Et Poissy, ça se profile de la même façon.